Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'ai pensé que vous avez eu une question. J'aurais une question par rapport à la Maison des Sages. Moi, j'ai été formée à l'approche Carpe Diem. C'est une maison au Québec. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que vous dites. La limite qu'ils ont, c'est donc l'accueil des malades d'Alzheimer. Moi, j'ai développé l'approche Carpe Diem avec l'équipe dans l'EHPAD où je suis. C'est compliqué, mais on y arrive. Mais moi, j'ai une question parce que la limite qu'ils ont au Québec, c'est l'approche quand tu es à un stade sévère. Et donc, moi, je voudrais savoir, l'admission, donc, c'est un stade modéré. Comment vous voyez les choses pour le stade sévère, alors pour l'accompagnement au domicile et pour l'accompagnement fin de vie au sein de la Maison des Sages? Parce que pour le stade modéré, je comprends complètement, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien, mais après. Oui, merci de votre question. Alors, effectivement, c'est un point important. On a vraiment le désir d'accompagner la personne jusqu'au bout, parce qu'elle est chez elle et elle peut y demeurer jusqu'au bout. C'est pas une étape intermédiaire entre le domicile et après un établissement. C'est vraiment une maison partagée, mais une maison. Donc, nous, ce qu'on a, mais on va vraiment apprendre en marchant, mais c'est au fur et à mesure de l'avancée, de pouvoir mobiliser des aides complémentaires, donc comme dans une maison, c'est-à-dire s'il faut par exemple 2 personnes pour aider à la toilette, qu'il y ait un service d'infirmiers qui viennent en complément. Ça peut être par la suite une hospitalisation à domicile. C'est vrai qu'on a notamment les chambres, on a prévu un espace pour qu'il puisse y avoir un plateau technique, voilà, comme à la maison. Et enfin, c'est vrai qu'on a des liens avec les équipes mobiles de soins palliatifs pour leur prendre le relais, pour pouvoir accompagner les personnes. Sachant qu'après, comme dans un EHPAD, ce qui relève d'une prise en soin dans un hôpital, ça, on ne se substitue pas à l'hôpital. Voilà. Nous, ce qu'on a vu, parce que dans la colocation allemande, ça faisait 10 ans qu'ils étaient là, les personnes, et au début, il y a eu toute une vie de maison qu'ils ont pu nous raconter, de participer au jardinage, des sorties, et puis petit à petit, les personnes ont vieilli. Alors nous, on est arrivés, elles étaient beaucoup plus, beaucoup plus âgées. Voilà. Elles restent tellement belles toujours. Mais voilà, c'est beaucoup plus doux. Mais c'est vrai que il y avait quand même cette douceur du rythme de cette maison, voilà, qui continuait. Nous, on nous a beaucoup demandé, est-ce que les personnes qui arrivent, est-ce qu'elles ne vont pas être pénalisées par les personnes qui sont plus avancées? Voilà, moi je suis en immersion dans l'accueil de jour du docteur Smag dont il s'occupe aujourd'hui, et ça me marque. Ils sont une petite équipe de 15, donc c'est un peu une colocation, mais juste de journée. Et l'entraide qu'il y a entre les personnes et le fait que justement à 8, il y en a toujours un petit noyau pour avoir beaucoup de choses à partager et puis permettre qu'il y ait une vie pour les autres qui sont plus à l'écoute. Et après, quand même, ce qui change, c'est beaucoup la présence de ceux qui entourent. Parce qu'il y a les 2 assistantes de vie qui sont là au quotidien. Et puis, c'est vrai qu'il y a cette vie de maison où, voilà, s'il y a un électricien qui passe parce qu'il faut réparer quelque chose, quelqu'un qui vient pour le jardin, il y a la poste pour un colis, une visite. Ouais, donc, voilà, on est dans une... Même si on peut moins sortir, en tout cas, il y a beaucoup de choses simples à vivre. Oui, Françoise Maillard, c'est la Ligue française contre la sclérose en plaques. Moi, c'était plutôt un commentaire suite à la présentation. C'est Monsieur David sur l'habitat de France Parkinson. Je pourrais faire un copier-coller de votre présentation en changeant le mot Parkinson par sclérose en plaques, parce que la situation est exactement la même. Voilà, c'était le commentaire que je voulais faire. Je voulais savoir si c'était mixte, si on associait les hommes avec les femmes et s'ils avaient le droit d'avoir des histoires amoureuses. Parce que c'est assez tabou. Dans certaines EHPAD, il y a des directeurs d'établissement qui sont des vrais dragons.
Excusez-moi de l'expression. Donc, je trouve que c'est bien d'en parler, hein, parce qu'il y a des gens âgés qui ont des romances, qui ont des histoires d'amour aussi. Donc, Alors oui, c'est mixte. Et voilà, après, je veux dire, nous, il n'y a pas d'obstacle à s'aimer. Hein, ça, c'est... Voilà. Après, le règlement intérieur, en fait, c'est les familles et les personnes qui le... Voilà, nous, on donne une trame et puis après, elles le forgent en commun. Mais non, je pense qu'il n'y aura pas d'obstacle. Moi, je voudrais connaître des chiffres. Premièrement, quelles sont les conditions pour entrer dans ce projet? Est-ce que c'est le montant de la retraite? Comment contribue l'aide sociale, par exemple? Je voudrais aussi savoir des questions de coûts, donc le loyer, les différents services, puisque bon, là, s'il y a 7 salariés, ça veut dire qu'il y a une question de budget pour les salariés, et puis qui anime et qui coordonne, parce que les 7 personnes, maîtres ou maîtresses de maison, qui coordonnent le tout. Voilà, donc moi, je voudrais des questions globalement, plus d'organisation et de chiffres. Et puis une dernière question, la médiation en cas de conflit, parce que quand on est 3, 4 à vivre ensemble, c'est pas toujours facile, hein, sur 365 jours par an, quand il y en a 8, et plus les familles, plus les bénévoles, plus l'âge avançant, je pense que la question de régulation de ces questions-là, surtout au niveau de la vie quotidienne, me paraît capitale. Merci. Oui. On s'appuie vraiment sur l'expérience de nos prédécesseurs, mais par exemple en Allemagne, sur la question des conflits, ils font beaucoup de prévention, et notamment la première année, j'avais vu des projets où la première année du lancement de la colocation, il y avait un financement pour une psychologue qui en fait animait tous les temps du conseil de famille et tous les temps de réunion qui commençaient même avant l'ouverture de la maison, et pour pouvoir accompagner et forger cet esprit, un esprit, une culture de bienveillance, d'entraide, et puis aussi pouvoir dire les difficultés, dire les désaccords, trouver des solutions. Donc effectivement, nous, c'est vraiment un point d'intention fort. Pour nous, ça passe beaucoup par l'accompagnement au tout départ. Et ensuite, un accompagnement renforcé. Et ensuite, par effectivement la mobilisation de médiateurs en cas de... Bien sûr. Ensuite, donc sur la coordination, effectivement, on va vraiment avancer en marchant, mais pour l'instant, on s'inspire. Effectivement, il y a cette équipe d'assistantes de vie. Elles ont une référente de secteur, comme dans un service d'aide à domicile. Donc, c'est une infirmière qui va être leur point de référence. En revanche, à ce stade, on a souhaité qu'elles soient toutes au même, qu'elles aient toutes le même rôle, qu'il y ait un esprit d'équipe. Dans le Morbihan, on avait eu, vraiment que parfois, s'il y en avait une qui avait un rôle de maîtresse de maison, c'était pas forcément facile, par rapport aux autres. Donc, c'était peut-être mieux de le déplacer à la référente de secteur. Après, ce sont des choses qu'on va vraiment éprouver dans la pratique. Ensuite, alors, la question très importante des coûts. Alors, je vous ai vraiment dévoilé la boîte noire, mais c'est l'exercice qu'on a fait des coûts estimatifs. Donc, ce sont vraiment les coûts de la vie. Donc, il y a la vie courante. On a listé les postes d'alimentation. Ensuite, pour le loyer, c'est là où nous, il y a un effort, il y a une solidarité grâce à nos partenaires. Nos partenaires solidaires, en fait, les bailleurs solidaires et des bailleurs sociaux, qui nous permettent d'avoir des loyers modérés par rapport au prix du marché. Mais surtout, alors là, à ce stade, ils nous permettent vraiment d'avoir des loyers garantis dans le temps. En fait, comme on consent des efforts de travaux, qu'on ne puisse pas nous résilier le bail en quelques années. Le gros poste de dépense, vous le voyez, 50%, c'est vraiment lié donc,
au salaire des assistantes de vie. Donc ça, c'est le SMIC. Donc, et on souhaiterait pouvoir valoriser plus encore, mais pour l'instant, on commence par là. Et donc c'est vrai que c'est 1 600 € par personne et par mois. Alors, rapporté aux 8 à 10 000 € quand on est seul, on voit l'effet de la mutualisation, mais ça reste que pour avoir une présence continue, jour et nuit, voilà, ça coûte très cher. Ah, c'est net pour la personne. Ce qu'elle doit débourser. Parce que, ensuite, donc, voilà, il y a le service d'encadrement, le service mandataire. Et alors, vous voyez, on a un coût brut à 3 000. Quand on met tous ces coûts, on arrive à 3 000 € par mois. Donc, ça, c'est le coût brut. Et après, on a des aides au financement. Donc, il y a le montant de l'APA. On est parti dans notre calcul là, sur un APA minimum. Voilà. Comme si la personne avait 100 € par mois, ça peut aller jusqu'à 1 000 € selon les ressources et le degré de dépendance, mais on a fait un scénario prudent. Et ensuite, ce qui est voilà, quand même la grande nouveauté, et ce qui va quand même pouvoir rendre accessible la colocation, c'est le crédit d'impôt, voilà, qui peut être une aide sur il y a un calcul moyen, voilà, près de 800 € par mois, et ce qui permet d'arriver à un coût final de 2 200 € par mois par personne. Comme on relève du domicile, donc on a les aides du domicile, mais on n'a pas les aides des établissements, comme l'aide sociale. Ce qu'on sait, par exemple, des petits frères des pauvres, c'est que pour aider des personnes à accéder à la colocation, c'est qu'ils ont, ils ont un soutien financier en plus, voilà, de solidarité de l'association, pour permettre donc, aux personnes d'assumer ces charges. Donc nous, c'est notre objectif, c'est vraiment de démarrer et que, en fait, que chaque maison s'autofinance et puisse vraiment être pérennisée dans le temps par les colocataires. Voilà, c'est vraiment l'objectif premier. Et ensuite, en nouant des partenariats avec d'autres fondations, de pouvoir accueillir des personnes qui ont besoin de plus d'aide financière. Donc voilà où on en est sur ce sujet important. Et donc ça nous situe, en tout cas on arrive, et ça c'était important pour nos partenaires, à être pas plus cher qu'un EHPAD à but non lucratif. Voilà. Et donc c'est vrai que les familles, en voyant notre modèle, vu nos zones d'implantation, voilà, Paris, Rueil, voilà, Le Chesnay, Buc, nos projets d'implantation, elles sont vraiment... voilà, elles trouvent que le modèle est juste de ce point de vue-là. Oui, j'aimerais juste revenir sur... Parce qu'il y a une dame qui en a parlé. Moi, j'ai vécu ça comme si on banalisait. Mais je crois qu'il est important de parler de la sexualité des personnes en situation de handicap, que ce soit des adolescents, que ce soit de jeunes adultes, que ce soit des personnes âgées. Souvent, c'est comme un morcellement. On parle de tout problème organique, toute réalité de la vie, mais on oublie cette réalité-là, qui est aussi une réalité importante et prégnante dans la vie de tout le monde, quel que soit son âge et quelles que soient ses difficultés, qu'elles soient sociales, physiques, psychologiques ou autres. Quels sont les critères, finalement, qui vont prévaloir dans l'entrée dans une maison collective ? Puisque vous avez des gens qui ont des parcours d'existence très variés, qui peuvent avoir des choix de vie très différents, qui peuvent avoir aussi des préférences d'un point de vue, par exemple, spirituel, d'un point de vue musical. On a vu toute la réflexion qui avait été développée pour les villas Alzheimer, pour prendre un exemple précis. Donc, il peut y avoir compatibilité ou incompatibilité. Et demain, d'ailleurs, dans le renouvellement, si une personne part ou décède, il y aura aussi cette problématique du profil des personnes pour que, dans ce que vous mettez en œuvre, vous respectiez aussi les valeurs partagées par les gens qui sont déjà sur place. Se rajoutent à la complexité les valeurs des familles. On voit, par exemple, dans les établissements, quand malheureusement on est obligé de diriger une personne de son domicile vers un établissement, que les familles ne sont pas compliantes à ce qui pourrait transgresser leurs valeurs, leur ordre, etc.
Donc dans les critères, par exemple dans la Maison des Sages que vous avez évoqué, qui est un très beau modèle, on vous apporte tout notre soutien, on cassera la tirelire s'il faut aussi apporter un petit peu d'argent pour que vous terminiez votre projet. Dans ces éléments donc personnels, de biographie, d'histoire de vie, etc., comment vous allez intégrer tout ça? Qui va prendre la décision? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un conseil qui, à un moment donné, optera pour une décision? Dans les EHPAD, quand la personne va arriver, il y aura des visites et on voit si la personne est en accord ou pas avec l'EHPAD, mais il y a moins de prérequis puisqu'il y a moins de vie partagée, j'allais dire, d'un point de vue familial. Et s'il y a un problème qui se pose à un moment donné et que vous êtes obligé de prendre une décision, donc de refus de la permanence d'une personne, est-ce que tout ça a été anticipé? Ça, encore une fois, on s'appuie sur l'expérience de nos aînés. Il y a vraiment un grand discernement à avoir sur l'accueil des personnes. Alors souvent, ce n'est pas les personnes effectivement elles-mêmes c'est souvent les familles. Et effectivement, on recrute à la fois la personne, mais aussi sa famille et la capacité de sa famille à prendre part au projet commun de la maison, parce que vous avez raison, chaque maison va avoir sa personnalité, selon le cadre. Ce qui est sûr, c'est que, et ça encore, on le reçoit de partenaires, mais il y aura un temps en fait par l'équipe de la Maison des Sages, voilà, c'est un peu le rôle en fait de la structure immobilière de notre fonds de dotation, de quand il y a une vacance, de chercher un remplaçant. Donc on va faire cette instruction au niveau même comme alors là pour le coup comme dans un EHPAD, des ressources financières de la personne, mais aussi après voilà, est-ce qu'elle peut adhérer à la vie en commun. Et après il y a un temps quand même de compagnonnage qui est prévu. Par petites phases, mais de visite, après d'immersion pendant voilà, quelques temps dans la colocation. Et in fine, il y a aussi le conseil des familles qui réunit les familles et les personnes, qui donne voilà, son aval. En revanche, nous, on a toute une question en tant que porteur de projet et c'est des points qui restent à bien réfléchir, c'est que nous, on a vraiment un enjeu à ce que la maison soit pleine. Et donc, c'est vrai que si les familles refusent voilà, trop de profils qui nous paraissent... il faudra trouver un équilibre, voilà, parce qu'on supporte la vacance de loyer, très concrètement, pour pas que ça soit un surcoût financier pour les familles. Et donc, du coup, il faut que ça soit voilà, raisonnable... pour pas mettre en péril l'équilibre du projet. Voilà, cette question. Juste un point, moi je serais très attentif, enfin je ne suis pas préconisateur, je ne suis pas dans votre projet, à cet aspect qui me semble un aspect essentiel pour la pérennité d'un projet de cette nature. Parce qu'il y a la première génération, donc des gens qui ont été un peu partie prenante, mobilisés, les familles, etc. Ensuite, il y a la deuxième, les choses s'étiolent après. Ensuite, il y a la troisième. Il y a toutes les exigences à prendre en compte, le quant à soi. On a affaire à des personnes atteintes d'une maladie neuroévolutive, donc qui évolueront aussi dans leur comportement. Et donc, il y a beaucoup de fragilité. Je dis, c'est toute la force aussi de ce que vous allez offrir au niveau du projet. Mais il y a toutes sortes de fragilités qui doivent être, me semble-t-il, très anticipées. Parce que finalement, vous prenez le parti pris de créer les conditions pour avoir un domicile qui se pérennise, même si c'est un domicile partagé. Mais je pense qu'il faut être attentif, me semble-t-il, à ce qu'il n'y ait pas d'échec dans ce domaine et qu'il n'y ait pas, pour les personnes qui font confiance, c'est-à-dire les autres, un préjudice à se retrouver dans ce contexte. Et quand on voit la difficulté que les EHPAD ont à gérer toutes les situations un peu, j'allais dire, atypiques, pour pas dire transgressives, les difficultés. C'est pour ça que quand vous parlez de sexualité, moi je pensais pas uniquement à la question de la sexualité, je pensais à cette promiscuité. On a été très attentifs, et d'ailleurs merci de vos interventions, ça nous a donné 2 idées, en tous les cas j'ai noté sur le cahier, pour approfondir des questions d'un point de vue spécifique, notamment à la question du domicile. Donc vous renouvelez, enfin en tout cas dans ce que j'ai écouté, moi qui ne sois pas un grand spécialiste, dans vos approches, vous nous avez renouvelé la question du domicile, et le lieu où l'on vit, le chez-soi,
On a souvent abordé dans la question de l'institutionnalisation le fait de se retrouver dans le collectif, par exemple. Là, c'est un collectif plus limité, mais c'est quand même aussi un collectif avec des gens qu'on a choisis ou qu'on n'a pas choisis. Enfin, tous ces éléments, à mon avis, sont des éléments de haute sensibilité. Voilà. Je referme ma parenthèse, mais je trouve que c'est là, pour nous, que la réflexion éthique est très intéressante. Vous posez de nouvelles hypothèses et des nouveaux possibles, et comment l'accompagner au mieux, et comment voir demain, en termes d'évaluation, si le fait de se retrouver dans cet environnement avec tout ce que vous avez réfléchi va favoriser la vie au quotidien, voire ralentir certaines évolutions dans la maladie, créer un bien-être aussi bien pour les familles que pour les personnes qui sont sur place. Voilà. Puis, deuxième point, je trouvais très intéressant aussi votre approche parkinsonienne. Les vraies questions que je me pose souvent, encore une fois, moi j'ai ma naïveté, depuis des années j'écoute, mais je ne suis pas partie prenante comme vous l'êtes, je ne suis pas aussi compétent que vous l'êtes. Voilà, la question qu'on se pose, c'est la question des lieux spécifiques. À la fois, est-ce qu'il faut des lieux spécifiques, c'est-à-dire catégorisés du point de vue de la nature d'une maladie? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il ne faut pas des lieux, j'allais dire, qui ne soient pas, comment dirais-je, aussi typiques, aussi spécifiques, tout en tenant compte de la spécificité de chacune des évolutions et de chacune des personnalités? C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, une des dernières réflexions qu'on a eues, qu'on a entendues à l'espace éthique, c'était des gens, par exemple, les malades du sida qui ont vieilli, ont des préférences sexuelles et ont du mal, quelquefois, à être accueillis dans des établissements, dans les EHPAD, au niveau de ce qu'est leur identité, leur désir de continuer leur existence, même de personnes âgées, avec un compagnon, une compagnonne de vie. Voilà. Et on voit à quel point ils disent, si vous n'êtes pas capable de nous proposer un EHPAD, j'allais dire, généraliste, qui soit capable de nous comprendre, nous accueillir, on va créer des EHPAD communautaires, d'une certaine façon. La vraie question que je vais me poser, jusqu'à quel point la réponse ne doit pas être universelle. C'est peut-être un peu utopique ce que je dois dire, mais est-ce qu'on doit catégoriser par maladie, par spécificité? C'est une question que je voulais poser, vous qui avez cette spécialité. Je crois que les deux réponses sont valables, c'est-à-dire à la fois, je veux dire, une solution d'accueil universel. Encore faut-il que la maladie soit connue par rapport aux équipes soignantes et à l'accueil. Et là, il y a beaucoup de choses à faire encore en France. On ne connaît pas les lieux d'accueil donc là, il y a vraiment une recherche à faire sur les lieux d'accueil aujourd'hui des personnes parkinsoniennes. Moi, j'ai fait un test autour de chez moi. J'ai appelé 7 EHPAD. Il y en a une qui m'a dit qu'elle était en capacité de d'accueillir des personnes atteintes de maladie de Parkinson. Alors, c'est pas une règle générale. Ailleurs, peut-être la réponse est inverse. Mais je pense qu'il y a, compte tenu de l'absence quasi de structures vraiment pensées pour la maladie de Parkinson, qu'il peut y avoir une réponse en termes d'accueil spécifique sur des territoires, d'offrir cette possibilité. Et l'avantage de ces structures, c'est qu'elle permet un suivi et une meilleure connaissance de la maladie de Parkinson par rapport aux intervenants qui sont confrontés tous les jours à ce type de malade, par rapport à une solution universelle où là, je veux dire, les problématiques sont plus atténuées. Donc l'attente, et dans mes attentes, il y a les deux dimensions. Je trouve que c'est très intéressant la critique que vous avez faite sur le rapport EHPAD de Monique Iborra et puis de Caroline Fiat, qu'on avait fait venir il y a 2 semaines pour intervenir sur le rapport. Quand vous avez dit, effectivement, le terme Parkinson ou sclérose en plaques n'est pas évoqué dans un rapport sur les EHPAD. Mais je vous incite véritablement à aller voir Monique Iborra, parce que c'est une personne de grande qualité, qui est pleine d'écoute. Elle a été dans le contexte EHPAD Alzheimer. Mais si vous lisez ce rapport, ils disent qu'il faut réinventer les lieux d'accueil et les lieux dans la cité. C'est-à-dire, il faut être innovant. Tout son rapport, si vous le lisez bien, c'est en termes de révolution, d'innovation. Et la vraie question, c'est jusqu'où on poussera l'innovation. Mais si on écoute vos interventions, et que j'ai trouvé remarquables, le dispositif peut être fait de réponses très complémentaires, voire avec des temps quelquefois d'institutionnalisation, entre guillemets, et des temps plus au domicile et des temps dans des lieux intermédiaires. Moi, j'ai le sentiment que chacun d'entre vous apporte des éclairages très différenciés qui peuvent contribuer d'une offre globale
qui est plus ajustée à une demande qui est de plus en plus spécifique. Donc, est-ce que vous n'avez pas intérêt, c'est juste une question que je vous pose, à aller la voir avec votre message? Tout à fait. Voilà. Avec plaisir. Voilà, vous direz qu'on vous propose. Moi, je suis prêt à vous soutenir dans cette démarche parce que je trouve que ce que vous avez dit, peut-être, est inédit pour des gens qui sont spécifiés EHPAD Alzheimer, alors que finalement, il y a une ouverture à avoir et vous l'avez démontré. Je participerai à cette réunion avec les gens de la sclérose en plaques, puisque, je veux dire, vu la réaction de la dame dans le fond, là, les problématiques sont un peu similaires, puisque, je veux dire, la force des réponses qui sont apportées à la maladie d'Alzheimer, pour les autres maladies, c'est plus difficile d'émerger. Donc, je pense que ça pourrait être une démarche inter-maladie neuroévolutive et pas seulement Parkinson. Merci beaucoup à vous trois. Vous pouvez applaudir.